Il est 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Drame à Pikine, rue 10. La dalle d'une chambre s'affaisse et fait 3 morts et un blessé grave. À Saint-Louis, c'est une partie du quai de pêche qui s'est effondrée sous les yeux du ministre de la Pêche en visite à Guet-Ndar. Omar Gueye plaide en faveur de mesures urgentes pour sécuriser l'infrastructure. Mais sur place, les pêcheurs disent en avoir marre des déclarations et exigent des actions. Pèlerinage 2016, le premier vol a finalement quitté Dakar. Au hangar de Léopold Sédar Senghor, les pèlerins continuent tout de même de faire part de leur déception. Ils n'ont toujours pas d'interlocuteur pour répondre aux nombreuses questions qu'ils se posent. Ils exigent plus de respect et de considération à leur égard. De son côté, la délégation générale au pèlerinage apporte sa réponse. Les détails dans quelques instants. À quelques 2 semaines de la Tabaski, difficile de trouver oignons et pommes de terre sur les marchés. Seul l'oignon importé se trouve en quantité suffisante. Mais problème, son coût est jugé trop onéreux par les consommateurs. Le directeur du commerce intérieur promet un approvisionnement correct du marché avant la fête de l'Aïd el-Kébir. L'œuvre de Cheikh Anta Diop magnifiée dans KMTU, l'intitulé du film d'Ousmane William Bey, un film qui dresse le portrait du savant précurseur de l'éminent intellectuel qu'est Cheikh Anta Diop. Et puis l'invité du 20h, Hassan Masson Diop, secrétaire général de l'association des porteurs de pancartes. Il est interrogé par Antoine Diouf, une interview que vous pourrez suivre juste après cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce drame à Pikine. 3 morts suite à l'effondrement d'une dalle. Les victimes étaient des frères. L'irréparable s'est produit vers 5h du matin. Un blessé grave a été acheminé à l'hôpital. Retour sur les faits avec nos correspondants sur place, Salif Sow, Asmalik Diop. Dans cette chambre située au premier étage, l'horreur. C'est vers 5 h du matin qu'on m'a appelé pour m'informer de l'affaissement du bâtiment. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que mes 2 neveux ont perdu la vie. Ce jeune homme, lui, fait partie des premiers secouristes arrivés sur les lieux du drame. Il est encore sous le choc. C'était vers 5 h du matin. C'était dur de parler. C'est dur de parler. J'ai couru. Et j'ai venu, j'ai appelé mes amis. Ils sont brusquement debout. Regardez les faits. Mais c'est dur de parler. On a sauvé 2 personnes. Ils sont décédés. Papa Laye Diop, 18 ans, et Bassirou Diop, 13 ans, étaient de même père et de même mère. Les défunts partageaient aussi la même chambre. Ce sont mes neveux. C'est une situation atroce. Il faut la vivre pour pouvoir comprendre ce que nous ressentons présentement. Ce sont les enfants de mon frère. L'un d'eux était sous ma responsabilité. Ma chambre est contiguë à celle dont la dalle s'est effondrée. L'irréparable peut arriver à tout moment, reconnaître ce membre de la famille et pleurer. Moi, j'ai 35 ans. Quand je suis né, le bâtiment était déjà debout. Et pas plus tard qu'hier, le père même de l'une des victimes me suggérait de refaire la maison pour des raisons de sécurité. Mais il y a eu la volonté divine. Vous savez, l'homme propose et Dieu dispose. Les maisons menacées en ruine se comptent par dizaines dans cette commune de Pikine Nord. Et puis, même situation ou presque à Guet-Ndar ce jeudi, c'est le hangar du quai de pêche qui s'est affaissé à cause de la furie des eaux de mer. Un malheur de plus pour les pêcheurs de Saint-Louis. Le préfet vient de sortir un arrêté pour interdire toute circulation sur le quai. Les pêcheurs de Guet-Ndar, eux, n'en veulent plus du défilé incessant des autorités. Elles réclament au gouvernement de passer à l'acte pour sauver la structure qui se trouve juste à quelques centimètres des cimetières. Nous écoutons le porte-parole des pêcheurs. Il s'agit de Djibi Gueye. Il est au micro de nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Seka. Et ce matin, nous avons constaté avec regret que le hangar est en train de s'affaisser au vu et au su de toute la population. Donc nous demandons encore une fois à l'État de venir à la rescousse des populations de Guet-Ndar. Depuis 4 mois, nous parlons, mais malheureusement,
comme qui dirait, nous ne sommes pas écoutés. Donc il est vraiment temps que cette situation, le gouvernement le prenne vraiment à bras le corps. Nous attendons des actes. Tous les ministres qui sont passés ici, à commencer par le PM en 2015, le ministre Abdoulaye Bibi Baldé, Oumar Gueye récemment, tout le monde a vu et tout le monde connaît la situation de Guet-Ndar en général et du quai de pêche en particulier. Donc nous leur demandons vraiment de passer aux actes. Les discours, des fois même nous sommes gênés de nous adresser aux médias. Depuis le mois de mars, nous ne faisons que parler. Mais depuis le mois de mars, on nous écoute d'une oreille. On nous fait des promesses et les actes doivent suivre. C'est en tout cas le cri de cœur que les populations de Guet-Ndar lancent à l'endroit des autorités. Allez, parlons à présent du pèlerinage 2016. Le premier vol a finalement quitté Dakar au hangar de Léopold Sédar Senghor. Eh bien, les pèlerins continuent de faire part de leur déception. Ils disent n'avoir toujours pas d'interlocuteur pour répondre aux nombreuses questions qu'ils se posent. Ils exigent plus de respect et de considération à leur égard. Al-Hassan Ba les a rencontrés. Reportage. Ça se complique déjà pour certains pèlerins. Ce monsieur est venu recueillir des informations pour une de ses tantes, mais il rentre bredouille. J'étais venu pour prendre des informations pour les devises. Je n'ai trouvé personne. Finalement, c'est le gendarme qui m'a demandé d'attendre jusqu'à 18h. Je suis venu récupérer le badge et le passeport de mon papa, mais on m'a dit d'attendre jusqu'à 18h ou 20h. Au moins, s'il devait y avoir quelqu'un ici pour nous informer, mais personne. Un problème d'organisation se pose déjà. L'organisation pose problème. Pour quelqu'un qui doit voyager aujourd'hui, on te donne ton passeport à 1h ou 2h avant ton départ. Ça pose vraiment problème. Il devait le prévoir avant. Même pour avoir des informations, c'est compliqué. Je ne suis même pas sûr qu'à 18h, j'aurai les informations dont j'ai besoin. J'espère que nous ne vivons pas le syndrome de l'année dernière. Le premier vol a déjà quitté Dakar. Le deuxième est attendu dans les heures à venir. Mais pour certains pèlerins, par peur de revivre le syndrome de l'année dernière, demandent plus d'organisation. Et la réponse de la délégation générale au pèlerinage ne s'est pas fait attendre. Elle vient de monter au créneau pour donner certaines précisions par rapport au départ des pèlerins. Selon le délégué général, l'institution a décidé de permettre aux pèlerins de recevoir les documents de voyage et d'embarquer en même temps, une situation pour leur éviter bien des peines, selon Abdelaziz Kébé, que je vous propose d'écouter au micro de Lissa Prera. Par rapport au sentiment qu'ils ont, qu'il y a une lenteur dans la distribution des documents de voyage. Nous avions simplement souhaité réduire pour le pèlerin la peine ou les peines liées aux formalités du voyage. Nous n'avons pas voulu les convoquer 2 fois ou 3 fois. Nous avons estimé que le titre de voyage ne sert que pour entrer dans l'avion. Et puisqu'il y a 1 heure à laquelle ils sont convoqués pour prendre le vol, on a cru qu'il était plus judicieux de jumeler le retrait des documents de voyage avec les formalités pour prendre le vol. Et c'est la raison pour laquelle nous avons établi un calendrier pour inviter les pèlerins de chaque vol au moment où où le pèlerin fait ses formalités. En ce même moment, il vient, il récupère ses documents et les documents que nous lui donnons en plus pour aller faire ses formalités. Les réfugiés mauritaniens établis au Sénégal déplorent leurs difficiles conditions de vie au Sénégal. Devant le Haut Commissariat des réfugiés, ils ont crié leur ras-le-bol. Ces réfugiés demandent au HCR de leur faciliter l'asile dans les pays des demandeurs. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Samba Mamadou Sow. Il est au micro d'Aminata Mbaresso. Nous sommes là depuis 89. 28 ans. Il y a 28 ans de cela. L'État n'arrive pas à régler nos situations.
Nous avons le problème de carte d'identité, problème de logement, problème de santé, problème de conjoncture, problème de l'éducation. Nous avons tous les problèmes du monde. Et comme vous le savez, quelqu'un qui n'a pas de papier, qui ne pourra pas avoir du travail, qui ne pourra pas se soigner. Parce que, par exemple, si aujourd'hui vous venez en urgence, dans les premiers temps, on vous demande l'identification. Et alors que tout ça n'est pas à la règle. Qu'il nous enlève ici, vraiment qu'il n'amène ailleurs, dans des pays demandeurs des réfugiés. Une information qui vient juste de nous parvenir, il s'agit de cet incendie qui s'est déclaré à la rue 23, angle 18 de la Médina. Une maison a été entièrement brûlée, les flammes ont tout emporté sur leur passage. Le feu a fait beaucoup de dégâts matériels selon une des victimes qui a rencontré notre reporter sur place, Lisa Prera. 2 motos complètement calcinées, des tissus entièrement brûlés, des tas de savon en poudre et autres détergents ravagés par les flammes. Un incendie d'une rare violence s'est déclaré en ce début d'après-midi. Nous sommes à la rue 23, angle 18 de la Médina. Bu côté milieu de ñu ñëw gis kër gi di tàkk léegi nag li gën a aggravé tàkk bi mooy aussi am na ñaari moto yi nga xamante ne nii seen i borom ay mécaniciens lañ ci biir kër gi lañ dëkk tu vois léegi bi ñu ñëwee fekk nañ ñaari parce que fii tàkk na ba jeex tàkk te ñaari moto yi ñu tegoon fii aussi xam nga day am essence léegi de ce fait nag day gën a aggravé flamme bi. dama ñàkk bëri na sama yére yëpp a lakkax ma teg sama xaalis di waaj a tëb fa xaalis ñu yóbbu sama xaalis bi yëpp maa ngi nii wante sant yàlla na comme que kenn deewu fi rek loolu moo tax ñaan yàlla. Des chambres et appartements où le feu n'a laissé que des cendres. Les habitants qui ont échappé aux flammes en sautant par la fenêtre n'ont que leurs yeux pour constater les dégâts. ñu ne ñoo jékki-jékki affaire bi tàkk ay tàkk-tàkk rek la ñu gis muy xeme beex lii eau de javel bee ka taal. dañoo mujj daaj suñu palanteer pour génn parce que mënuñoo aw fii bu ñu affaire bi gën a tàkk dañoo mujj palanteer aw palanteer mën a tëb palanteer génn ñu wax suñu yaay yëpp. aussi man je pense que li ko causé aussi parce que fii nii dañ fi stocké woon ay omo ay xeme eau de javel du truc genre xam nga léegi de ce fait nag loolu noonu en plus de ça aussi fi ñu stocké woon affaire yi dafa dend ak benn machine wal te machine wal boobu noonu aussi xam nga le fait que muy daw di daw day dégager benn chaleur. léegi chaleur boobu noonu muy détaché je sais pas parce que wóoruma je sais pas si moom moo attaqué affaire bi boo xam nga mu créé flamme parce que aussi xeme wóorul. Le feu a brûlé toute la maison et son contenu. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers pour éteindre les flammes, des flammes dont on ne sait toujours pas la cause. Allez, parlons conso à présent. Ça y est, le marché de l'oignon importé est ouvert à Castor. Les grossistes sont bien approvisionnés. Le sac de 25 kg se vend à 9 500 francs. Mais problème, le prix est jugé cher par les consommateurs. La pomme de terre importée, elle, est introuvable. Seule la variété venant du Maroc a fait son entrée ces derniers jours. Mais les consommateurs trouvent également que 10 000 francs, le sac de 25 kg de pommes de terre, eh bien, c'est trop coûteux. Écoutons-les dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye. Mamadou Faye a fait le plein en oignons importés. Depuis 4 jours, les commandes se multiplient chez le commerçant et pour les prix, on ne marchande pas. Notre stock d'oignons local est terminé et celui dit importé est bien présent à Castor. Le sac de 25 kg se vend à 9 000 francs, en gros 9 500 francs en détail. Des prix pour le moment en hausse, même constat pour la pomme de terre. La pomme de terre importée est introuvable parce que ces derniers jours, une bonne quantité était pourrie. Cette variété nous venait de la Hollande. Actuellement, la seule qualité que nous écoulons est importée du Maroc. Le kilo, c'est à 400 francs, les 25 kg à 10 000 francs. Nous vendons aussi la moitié du sac à 5 000 francs. Pour les consommateurs, aucune alternative. Ils se plient à la loi du marché, mais avec regret. Le kilogramme d'oignon se vendait à 300 ou 350 francs, mais actuellement c'est à 500 ou 600 francs. J'aimerais bien qu'ils revoient le prix à la baisse. Notre bénéfice n'est plus conséquent comme avant. La baisse des prix de l'oignon et de la pomme de terre est vivement souhaitée. On ne rêve pas mieux. Ces grossistes espèrent que les prix de l'oignon et de la pomme de terre seront en baisse d'ici la Tabaski. En attendant, ces consommateurs devront supporter la réalité du marché.
Et nous restons avec la rareté de certaines denrées de première nécessité à quelques semaines de la Tabaski. Vous venez de le voir, les consommateurs paient cher pour se procurer oignons et pommes de terre, mais le directeur du commerce intérieur minimise. Ousmane Bay parle de petites ruptures au niveau de détaillants. Il promet l'approvisionnement correct du marché avant la fête de l'Eid el-Kibir, un approvisionnement qui va induire la baisse des prix de l'oignon, mais aussi de la pomme de terre. Oumar Mamadou Bassoum et Léa Niafouna pour les détails. La Tabaski approche. Le panier de la ménagère souffre de la rareté de denrées de première nécessité telles que l'oignon et la pomme de terre. Le directeur du commerce intérieur lui parle de petites ruptures au niveau des détaillants. Ce qu'il explique, c'est que nous venons de terminer une longue période de gel des importations pour favoriser le roulement correct de l'oignon local. La production locale étant épuisée, nous avons rouvert les importations le lundi passé. Quand l'oignon quitte le stade importateur, il va chez le grossiste. Et de là, il va aller chez le détaillant pour que le consommateur puisse s'y approvisionner. C'est ce circuit-là que le produit est en train de prendre et c'est ce qui explique les quelques tensions que nous avons au niveau des détails pour ce produit. Ousmane Bay tient tout de même à rassurer les consommateurs. Selon lui, une importante quantité de ces produits va inonder le marché d'ici la fête de la Tabaski. Les projections que nous avons relevées en termes d'arrivée, au moment où je vous parle, il y a 4500 tonnes qui sont en train d'être débarquées au niveau du port. 3 bateaux aussi sont prévus à la fin du mois, le 1er, le 4 et le 9 septembre, où nous attendons pratiquement quelques 20 000 tonnes de pommes de terre. Donc au total, nous pensons recevoir quelques 30 000 tonnes de pommes de terre d'ici la fête de Tabaski pour des besoins qui sont évalués autour de 20 000 tonnes. Le directeur du commerce intérieur est même allé plus loin. Il promet une baisse de certains produits alimentaires d'ici la célébration de l'une des plus grandes fêtes musulmanes. À Saint-Louis, belle prise des éléments de la douane. Elle vient de saisir des médicaments, mais aussi des produits vétérinaires contenus dans des centaines de cartons. La marchandise est estimée à 30 millions de francs CFA. L'auteur des faits, lui, a été interpellé, mais il a pris la fuite, laissant derrière lui toute cette marchandise frauduleuse. À quelques jours du Magal des 2 Rakas de Serine Touba, qui verra la participation de millions de talibés, eh bien, la douane saint-louisienne appelle à la vigilance pour faire face à ces produits dangereux et impropre à la consommation. C'est un compte-rendu signé Ousseynou Diop et Habib Sek. Le butin est estimé à 30 millions de francs CFA. L'auteur des faits est pour le moment inconnu. Il a pris la poudre d'escampette au moment de son arrestation. Les éléments du poste de douane de Diama se sont rendus au niveau de la localité près de Pal, là où ils ont pu intercepter une berline contenant des médicaments, des produits pharmaceutiques, des produits aphrodisiaques et des piles électriques. Ces produits sont impropres à la consommation. Une 3e saisine des soldats de l'économie depuis le début de l'année dans la région de Saint-Louis. Suite à cette saisie, nous avons pu estimer la valeur à près de 30 millions. Donc c'est le lieu de dire que c'est la 3e saisie pour cette année. La vieille ville prépare activement le Magal des 2 Rakas qui sera célébré le 5 septembre prochain. Un moment propice pour les auteurs des faits similaires de faire circuler ces médicaments. La douane de Saint-Louis met en garde les populations. Il y a une forte demande par rapport aux médicaments et nous faisons tout pour faire en sorte que les produits ou bien les médicaments qui sont contrefaits ou bien qui sont introduits frauduleusement sur le territoire douanier soient vraiment saisis et mis en hors de portée des usagers. Nous appelons à la vigilance et nous demandons aux populations de collaborer et d'apporter le soutien au service des douanes. La vigilance est de mise. Saint-Louis est une ville frontalière. L'utilisation de ces médicaments est un danger pour tous Sénégalais. La douane appelle les citoyens à collaborer pour lutter contre ce phénomène. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Aucune société de sécurité privée n'est en règle au Sénégal. Déclaration du secrétaire général du syndicat national des convoyeurs de fonds et agents de sécurité qui vient ainsi de jeter un pavé dans la mare. Jean-Léopold Gueye s'exprimait suite à l'interpellation de vieux Sandieri Diop, ancien garde du corps d'Idrissa Seck, dont l'interpellation a fait l'actualité ces derniers jours. Retour sur les faits avec Chérif Dia. C'est parce qu'il est devenu un véritable business que le secteur de la sécurité privée est plombé par l'anarchie, un constat amer de ce professionnel du secteur. Il est dommage aujourd'hui qu'au Sénégal, qu'il n'y ait pas une seule structure de sécurité privée qui soit en règle. Ça n'existe pas. Et c'est absolument insupportable et c'est inacceptable. Ce n'est pas grave, c'est catastrophique.
Donc c'est pour cela que les patrons aujourd'hui, certains se prennent pour des, je ne sais pas moi, des intouchables. Donc on ne peut absolument rien, même le tribunal ne peut rien contre eux. Mais comment en est-on arrivé là alors qu'il existe bien des textes de loi qui régissent ce secteur? La loi 78-40 qui permet effectivement l'exercice de surveillance, de convoyage de fonds, d'escorte, ainsi de suite, et qui doivent être soumis à l'autorisation du ministre par l'obtention d'un agrément, excusez-moi. Le décret 2003-447 précise les conditions dans lesquelles effectivement cette demande peut être adressée au ministère de l'Intérieur qui, si les conditions sont réunies, effectivement, peut effectivement délivrer l'agrément. Parce que c'est à l'État de faire en sorte que les gens puissent respecter la réglementation en matière de sécurité. Pour éviter toute confusion, il est également interdit aux agents de sécurité privée de porter des tenues semblables à celles des forces de défense et de sécurité publique. Il n'y a pas une forme précise d'habillement. Parce que vous voyez même des agents de sécurité qui s'habillent en civil, comme tout le monde, et ainsi de suite. Mais ceux qui choisissent d'être en uniforme, par exemple les sociétés de gardiennage, effectivement, la loi leur demande juste de faire en sorte qu'on ne puisse pas faire de confusion entre leurs uniformes et les uniformes des forces publiques régaliennes. L'affaire Vieux Sandiéry Diop n'est que l'arbre qui cache la forêt et l'État, comme un complice, continue de fermer les yeux. Une bonne nouvelle à présent dans cette édition, le saviez-vous? Depuis le 30 juin dernier, plus de 300 enfants ont été retirés de la rue, direction des centres d'apprentissage ou un retour au sein de leur famille. Une vaste campagne de retrait qui a porté ses fruits selon les autorités qui l'ont initiée. Le secrétaire général du ministère de la Femme annonce d'ailleurs des mécanismes de suivi pour éradiquer ce phénomène de manière définitive. Fatou Bintou Conté. La mesure de retrait des enfants des rues, entrée en vigueur depuis le 30 juin dernier, se poursuit et donne des résultats. Depuis le 30 juin, Madame la ministre a initié ce retrait. Donc depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu protéger 591 enfants. Parmi ces 591 enfants, les 531 sont retournés en famille. Les uns, et il y en a qui sont retournés dans les daras parce qu'en général, c'est les maîtres coraniques qui viennent les récupérer. Cette campagne de retrait des enfants de rue porte ses fruits et selon le secrétaire général du ministère de la Femme, le phénomène est en train d'être maîtrisé. Le phénomène aujourd'hui est en train d'être plus ou moins maîtrisé et qu'il y a peu d'enfants dans la rue. C'est bien que le combat, ce n'est pas un combat d'une journée. Nous mettrons autant de temps qu'il faut pour que ce phénomène disparaisse complètement. Nous avons une planification de tout le mécanisme, la durabilité dans le temps, donc il y a beaucoup d'efforts à consentir. Des mécanismes à long terme sont menés pour lutter contre la mendicité des enfants. Il est budgétisé, il est chiffré, il est déroulé sur un plan quinquennal. Donc les moyens vont suivre, le gouvernement va inclure dans le vote de son budget tous les moyens adéquats. Pour le moment, nous avions les moyens du budget qui existaient parce que souvenons-nous que ce plan déjà existait avant que la décision vienne renforcer. Donc les moyens qui étaient mis à contribution pour le ministère dans son budget ont été utilisés pour, permettre à la lutte de se dérouler. Des partenaires également nous appuient. La rue n'étant pas un lieu de sociabilisation, des organismes et des bonnes volontés accompagnent l'État pour la prise en charge de cette couche vulnérable recasée dans des centres. Focus à présent sur le centre d'Al-Khel de Fatick, un centre psychiatrique qui accueille des personnes qui ne jouissent pas de toutes leurs facultés mentales. Au niveau de la structure, la durée du séjour est fixée à 60 jours normalement, mais il arrive que les accompagnants demandent une prolongation du séjour, ce qui pousse les autorités de ce centre à solliciter une plus grande aide de la part de l'État. Chertidiane John nous fait découvrir ce centre dans son reportage. Derrière ces bâtiments, sur la RN1 de la ville de Fatick, se cache un mystère. Ici, dès la levée du soleil, presque tous les pavillons sont ouverts, sauf ceux réservés aux cas critiques. Nous sommes au centre d'Al-Khel de Fatick. Les patients viennent de partout. La consultation est à 2500. Pour le malade aussi, on a des spécialistes sur place, ce qui n'est pas évident. Et aussi, on a l'hospitalisation. On demande aux malades de faire une contribution de 3 000 francs par jour. Depuis l'année passée, on a créé des cabines individuelles où le malade a le nécessaire dans sa cabine, le lit individuel et les toilettes internes.
Donc en tout, nous avons une capacité de 46 lits. Je suis venu accompagner ma mère qui est malade. Elle est là depuis quelque temps. Son état de santé s'est amélioré. Dans ce centre psychiatrique, la durée du séjour des malades mentaux est fixée à 60 jours. Cependant, la direction est parfois sollicitée à le prolonger. Vu l'agitation du malade à domicile, une demande de prolonger le séjour. Sans savoir qu'ici, c'est une structure de soins et d'assistance et que aussi à la sortie, la famille doit assurer le relais. Aujourd'hui, le personnel soignant réfléchit sur la mise sur pied d'un centre de réinsertion des malades mentaux, une façon pour l'administration d'Al-Khel de Fatick d'enlever une épine du pied des parents des malades mentaux. On est en train de penser pour essayer d'ouvrir aux malades un centre de réinsertion, ceux qui ne pourront pas être intégrés dans leur famille, qui se retrouvent dans ce centre et qu'ils soient suivis tout en menant certaines activités à partir de leur profession, ou bien on essaie d'innover des activités pour eux. Depuis 2003, la région de Fatick abrite ce centre psychiatrique. Objectif, réduire le taux de malades mentaux sur toute l'étendue du territoire national. La présence du virus Zika en Guinée-Bissau inquiète les villages frontaliers. Parmi ces zones, celle du Balantakunda. Sur place, le personnel sanitaire réclame une session de formation pour faire face à une potentielle menace de Zika. Une décision motivée par de nombreux cas de diarrhée et de paludisme signalés au cours de ces derniers jours, mais heureusement pris en charge par la brigade du service d'hygiène de Sédhiou. Bakary Konté pour les détails. Le virus Zika est en Guinée-Bissau, situé à quelques kilomètres de la commune de Samine. Un virus qui se transmet même par un moustique, une maladie qui crée des malformations chez les nouveau-nés. On a parlé tantôt de la présence du virus Zika au niveau de Guinée-Bissau. Donc moi j'attire beaucoup d'attention et nous sommes toujours vigilants dans nos postes de santé et dans nos activités. Parce que le virus Zika, donc, c'est un virus qui peut vraiment détruire, encore créer des dégâts au niveau des populations. Les agents de santé de la localité réclament une formation pour faire face. Pour éliminer ou bien pour ne pas atteindre une maladie, il faut savoir d'abord comment est composée cette maladie. Donc je pense bien, on a entendu le virus Zika, mais moi je demande au ministère de la Santé ou bien les bailleurs d'aller former les gens de la région. Dans son programme Atteindre chaque commune, le service d'hygiène est sur les lits. L'approche vient à son heure parce qu'on est dans un contexte particulier de l'hivernage. Et qui dit hivernage dit recrudescence des maladies, surtout diarrhéiques et surtout par rapport au paludisme. Donc c'est un programme qui vient à son heure. Et il y a une série d'activités qu'on est en train de mener actuellement à Samine qui vont de la prospection des domiciles, donc qu'on peut faire aussi avec les relais, de l'analyse de l'eau de boisson. Donc on a parlé tout à l'heure de la recrudescence des diarrhées avec ça. Donc l'analyse de l'eau est extrêmement importante dans ce contexte. Nous faisons aussi dans un contexte d'hivernage ce qu'on appelle la lutte antivectorielle, donc qui consiste à diminuer la population de vecteurs, constitués surtout par les moustiques qui peuvent transmettre le paludisme. Le service d'hygiène de Sédhiou continue la sensibilisation dans toute la région du Pakao-Balantakunda. Parlons culture à présent. Ousmane William Baye ressuscite Cheikh Anta Diop à travers son film Kemtiou Cheikh Anta, un film de 94 minutes où le réalisateur insuffle une seconde vie au grand intellectuel sénégalais. Sa principale motivation pour la réalisation de ce film est bien que les jeunes générations découvrent l'illustre légende qu'était Cheikh Anta Diop. Aïssatou Paye. Je suis tombé sur l'Égypte. Mes camarades le savent de ma génération. J'étais gêné, ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte, pour ce que je cherchais. Nul n'est prophète chez soi, mais Kemtiou, ce film sur Cheikh Anta Diop, affirme cet adage et redonne une conscience à l'Afrique. Le génie de l'enfant de Tcheitou, géant du savoir, sublimé à l'écran. Notre rôle, c'est de révéler des personnages importants pour permettre aux jeunes Sénégalais, aux jeunes Africains, d'aller continuer la recherche. Un jeune Africain ne peut pas ignorer Cheikh Anta Diop. C'est un suicide intellectuel, à la limite. Et comme il n'y a rien de fait sur lui, on s'est dit qu'on se lançait. Et c'est pour ça que
Cheikh Anta a été le premier à dire que l'Égypte pharaonique est noire et africaine. À bien des égards, Kem Tuyou confirme la thèse selon laquelle les premiers Égyptiens étaient noirs. Donc c'est une réhabilitation du noir, tu vois. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui contestent que l'Égypte pharaonique était noire. Mais quand on va dans la linguistique, quand on va dans l'anthropologie, on se rend compte que les Égyptiens eux-mêmes, ils s'appelaient noirs. Kem Tuyou, ça vient de Kemet. Kemet, c'est le pays des Noirs. Un film facile à réaliser aux yeux de William Baye grâce à des fonds du FOPICA. Pour une fois, la production a été facile parce qu'arrivé à l'étranger, en Europe et particulièrement en France, je n'étais plus quémandeur, j'étais partenaire. Parce que je disais que mon État a mis de l'argent sur mon projet. Sélectionné au Festival des films du monde de Montréal, dans la compétition documentaire du monde, l'histoire du fils du terroir fait encore des émules. Aïssa Toupey, merci. L'actualité internationale à présent, elle nous mène en Afghanistan avec l'attaque de l'université américaine de Kaboul qui a fait 16 morts, le séisme en Italie avec plus de 250 morts, le procès d'Al-Mahdi à la CPI, le mis en cause est impliqué dans la destruction de mausolées de Tombouctou et enfin la réconciliation en Colombie entre le gouvernement et les FARC après 52 ans de conflit. Un tour d'horizon signé Ibou Diouf. Afghanistan, 16 morts dans l'attaque contre l'université américaine. Cette attaque qui a tué des étudiants et des policiers à Kaboul intervient 15 jours après l'enlèvement de 2 enseignants dans cette université privée. 16 personnes ont été tuées lors d'un assaut contre l'université américaine d'Afghanistan à Kaboul. Un assaut qui a duré plus de 10 heures dans la nuit de mercredi à jeudi et pendant laquelle des étudiants ont lancé des poignards appels à l'aide. L'attaque contre cet établissement d'élite qui accueille 1700 étudiants n'a pas été encore revendiquée. Ce village pittoresque connu pour son lacis des ruelles médiévales a été dévasté par ce violent séisme. Les secouristes italiens travaillent d'arrache-pied depuis plus de 24 heures pour extraire les victimes des décombres. Le bilan n'a cessé de s'aggraver depuis la secousse meurtrière. Le dernier décompte de la sécurité civile faisant état de 250 morts et de 365 blessés et hospitalisés. Après 3 jours d'audience, le procès d'Ahmad Al-Mahdi devant la CPI vient de s'achever. Le jugement et la peine de ce Malien poursuivi pour la destruction de plusieurs mausolées à Tombouctou en 2012 lors de l'occupation djihadiste seront prononcés le 27 septembre. Toutes les parties se sont exprimées. Les débats ont porté sur la peine à infliger, comme Al-Mahdi a plaidé coupable. Le procureur a requis entre 9 et 11 ans de prison, conformément à un accord passé avec la défense. Et pour terminer, Colombie, un accord historique pour la paix entre le gouvernement et les FARC. C'est la fin des négociations et le début de la paix en Colombie. Les négociateurs du gouvernement et les guerrilleros des FARC ont annoncé être arrivés à un accord de paix définitif. La nouvelle a été donnée à La Havane où se tiennent les négociations depuis 44 mois. Le conflit armé colombien dure, lui, depuis 52 ans. L'immense majorité des 47 millions de Colombiens n'a jamais connu un pays en paix. Allez, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h l'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je retrouve Bouba avec beaucoup de plaisir pour la suite. C'est dans Permanence. Bonsoir Bouba. Bonsoir Sarah, tout le plaisir est pour moi. Mesdames et messieurs, dans un instant, l'invité du 20h, ce sera le point final de cette édition. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais à l'instant, l'invité du 20h est le secrétaire général de l'association des porteurs de pancartes. Hassan Masson Diop revient avec Antoine Diouf sur la commémoration de la journée du 26 août. Antoine, bonsoir. Bonsoir Bouba. Mesdames, Messieurs, bonsoir.
nous avons l'immense plaisir ce soir de recevoir M. Hassan Masson Diop, c'est le secrétaire général de l'association des porteurs de pancartes. Bonsoir, M. Diop. Bonsoir, monsieur.